Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un bilan de mes dernières lectures. J'essaye de vous faire des bilans un peu plus réguliers, mais j'ai pas envie de faire quelque chose de très strict. Donc dès que j'ai des livres dont j'ai envie de vous parler, je me suis dit que j'allais vous faire un bilan. Et aujourd'hui, il y a quand même plusieurs livres dont j'ai envie de vous parler parce que je crois que depuis le dernier bilan, il y a une dizaine de livres. J'ai déjà parlé de certains livres dans des vlogs, mais je me dis que c'est cool d'avoir une vidéo qui regroupe tous les livres au même endroit. Donc on va faire un petit bilan. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est Mon vrai nom est Elisabeth de Adèle Lyon, qui est un livre dont on a beaucoup entendu parler parce que je crois qu'il a gagné un prix littéraire, je sais plus lequel, et il a été extrêmement lu dans les derniers mois, et donc tout le monde en parlait. J'ai une amie qui l'a lu, qui me l'a prêté, et donc ma mère l'a lu également, et donc j'avais très envie de le lire. Pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur comme pour beaucoup, mais j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture. J'ai vu énormément de gens pour qui ça a été un coup de cœur et qui ont adoré le format un petit peu hybride, et moi je pense que c'est ça qui m'a dérangée. En fait, dans Mon vrai nom est Elisabeth, Adèle, elle fait une enquête sur son arrière-grand-mère qui était prétendument folle, c'est-à-dire qu'elle a fait partie plus ou moins du paysage familial, mais il y a de nombreux moments où on la voyait pas parce qu'elle était internée, et quand elle était présente pendant des événements familiaux, tout le monde considérait qu'elle était folle, et il y avait vraiment des rumeurs autour de cette arrière-grand-mère qu'elle n'a jamais finalement vraiment connue. Et donc en fait, elle va faire une thèse sur le sujet et sur l'enquête qu'elle fait sur sa grand-mère. Et donc ce livre est très hybride parce que vous avez énormément de choses dedans. Vous avez des lettres, vous avez des interviews qu'elle a fait avec certaines personnes de sa famille, vous avez des interviews qu'elle raconte et ensuite vous avez la transcription d'un autre passage de l'interview. Moi, la forme m'a un petit peu dérangée, mais je sais très bien que la forme sert le fond et que le but d'Adèle Lyon, c'était pas de faire quelque chose de très clair et de très construit, parce que le but c'était, je pense, de montrer à quel point l'enquête qu'elle a fait sur son arrière-grand-mère était floue, parce qu'il y avait très peu d'éléments, et donc elle a essayé de se baser sur quoi elle pouvait, et qu'elle-même dans sa recherche il n'y avait rien de chronologique, donc je pense qu'elle a essayé de le retranscrire dans son livre. Et d'ailleurs à la fin elle dit: j'aime quand les archives perdent les pédales, quand les mots ne rentrent plus dans les cases, quand les registres et les voix s'entremêlent, c'est là qu'ils montrent leur vraie nature, leur polyphonie, leur artifice. Donc je pense que c'est 100% fait exprès, mais moi j'avoue que ça m'a un petit peu coupée de ma lecture. J'ai éprouvé beaucoup d'empathie pour Betty, l'arrière-grand-mère d'Adèle Lyon, parce que son histoire est absolument révoltante. C'est l'histoire d'une femme qu'on a internée et à qui on a empêché de vivre parce qu'on a considéré qu'elle était folle, alors que dans l'enquête que mène Adèle Lyon, on croit comprendre que finalement c'est juste qu'elle ne rentrait pas dans les cases que la société et le patriarcat lui avaient imposées, et que donc on l'a considéré qu'elle était folle parce qu'elle ne rentrait pas dans les cases de la femme en tant que femme qu'on voulait voir à l'époque, autant en termes de caractère qu'en termes de son attitude dans le foyer. Et donc en fait on l'a privée de développer un lien avec ses familles, ses enfants, on l'a privée d'avoir sa vie, on l'a privée de son mari, et c'est son mari lui-même qui l'a privée de le voir, et c'est horrible, et vraiment j'étais révoltée par cette lecture et d'apprendre toutes ces choses, parce que du coup on apprend qu'en fait y a plein de femmes qui ont subi des lobotomies dans les années 50. Donc voilà, je trouve que le sujet est extrêmement important, je trouve que ça va très bien que tout le monde parle de ce livre, et j'ai bien aimé globalement la plume d'Adèle Lyon, mais j'ai été un petit peu embêtée par la forme, ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, mais c'est quand même un livre que je recommande à 100%. Ensuite, il y a une BD qu'il faut absolument que vous lisiez qui s'appelle Impénétrable, qui a été écrite et dessinée par Alix Garin, et j'ai adoré cette BD. C'est une BD qui parle du vaginisme. En fait, c'est Alix Garin qui livre son témoignage sur le vaginisme qu'elle a subi pendant 2 ans, et voilà, en fait, expliquer un petit peu cette recherche de savoir ce que c'est, quel était le problème, parce qu'elle a vu plein de spécialistes avant de comprendre qu'elle était atteinte de vaginisme, de comprendre comment ça affecte son entourage, comment ça affecte son couple, et j'ai trouvé que c'était extrêmement touchant. J'ai trouvé que c'était hyper courageux de la part d'Alix Garin de livrer un témoignage comme ça, sachant que c'est un sujet qui est extrêmement tabou, et donc je trouve ça bien qu'il y ait des femmes qui en parlent et qu'on puisse s'identifier à ce genre de témoignage. Voilà, j'ai trouvé que c'était très bien fait, j'ai beaucoup aimé le parcours, et en fait au-delà du parcours un petit peu qui montre que le vaginisme n'est pas encore assez normalisé, en tout cas les médecins, même les médecins ne savent pas vraiment le diagnostiquer, et qui n'est pas vraiment un sujet dont on parle beaucoup dans la société. Il y a aussi tout l'aspect personnel de tout ce que ça engendre comme pensée chez Alix Garin. J'ai vraiment adoré cette BD, j'ai trouvé ça très chouette, et cette année j'ai quand même lu pas mal de BD qui traitent de sujets durs, et je trouve que c'est quand même une bonne façon de le faire à travers la bande dessinée. Enfin moi qui lis pas beaucoup de BD, je suis toujours bluffée par des BD comme ça qui arrivent à procurer autant d'émotions et à parler aussi bien d'un sujet difficile en aussi peu de mots et avec des images, enfin je trouve ça fou.
Ensuite, j'ai lu Les éléments de John Boyne, qui est entre-temps devenu le prix du roman Fnac de cette année. Et j'avoue que j'ai pas été hyper emballée. J'ai pas du tout accroché. Je pense que je suis pas le public. Je trouve que c'est un livre qui parle de sujets hyper intéressants. Et d'ailleurs, attention, parce qu'il y a plein de trigger warning, parce qu'on parle... je vais pas vous le dire parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais il y a des sujets difficiles. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que ça permet de mettre en avant ce genre de problématiques dans la littérature grâce au fait que ce soit primé du prix du roman Fnac. Je trouve ça très chouette qu'on parle de ce genre thématique, mais j'ai pas vraiment aimé la forme. Déjà, je crois que c'est 4 histoires imbriquées les unes dans les autres et qu'à la base c'est 4 livres différents, si je dis pas de bêtises. Et là, le fait de les regrouper, je trouve qu'on sent... il y a une partie sur chaque histoire, mais en fait on sent qu'il y a vraiment une coupure. J'ai pas été emballée par la plume non plus, j'ai pas forcément trouvé que la plume était très jolie, j'ai trouvé qu'elle était très simple, qu'elle faisait le taf mais qu'elle était presque trop simple. Donc voilà, j'ai pas été emballée, en plus il y a quand même eu quelques polémiques sur l'auteur, donc j'avoue que tout ça mis bout à bout, j'ai pas un très bon souvenir de cette lecture. Ensuite j'ai lu Futur de Lorraine Bastide, qui est un essai dans lequel elle parle de féminisme entre autres, et Lorraine Bastide c'est une journaliste et elle a aussi des podcasts sur lesquels elle interviewe des gens, et j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré cet essai, et c'est marrant parce que j'ai vu une vidéo de Léa qui fait le podcast Torchon, qui parlait du dernier livre de Lorraine Bastide, et apparemment elle a déjà fait un podcast sur Lorraine Bastide. Et Torchon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un podcast dans lequel Léa et certains des personnes qu'elle invite lisent un livre qui fait l'actualité, et en gros le but c'est de faire une analyse du livre, et donc ça m'a fait rire de voir la vidéo de Léa parce que justement en fait je me doutais qu'il y avait des controverses autour de Lorraine Bastide et que moi j'étais pas tombée dessus, et je me doutais que c'était aussi une des raisons pour lesquelles moi je m'identifiais beaucoup à ce texte. En gros, dans cet essai là, Lorraine Bastide elle imagine un monde meilleur dans lequel il y a certains concepts de la pensée féministe qui seraient appliqués. Elle applique plein de concepts, par exemple le concept de la justice réparatrice, arrêter de faire des prisons mais plutôt faire des lieux de parole dans lesquels la personne qui a mal agi va s'expliquer avec des victimes, avec des témoins, etc. pour essayer de lui faire évoluer, parce que finalement en fait c'est la société qui rendrait l'homme mauvais, mais que fondamentalement l'homme n'est pas mauvais et le fait de le mettre en prison n'est pas mieux. Enfin voilà, en gros il y a plusieurs choses comme ça qui sont mises en avant. Donc c'est un texte que j'ai trouvé très chouette parce que en fait il y a un petit peu de personnel et un petit peu d'essai. Elle regroupe plein de théories féministes, donc en fait elle n'invente rien, juste elle parle de plein de théories féministes qu'elle met bout à bout, et elle donne entre autres son ressenti personnel au fur et à mesure. Et ce que Léa souligne sur Lorraine Bastide, et qui est un petit peu la même critique entre guillemets qu'on fait de Mona Chollet, c'est le fait que déjà ce soit des textes qui n'apportent rien en tant que tels, qui sont juste un condensé d'autres théories. Et donc il y a plusieurs personnes qui trouvent que ces essais-là sont pas pertinents parce que en fait c'est juste une agglomération d'autres textes et qu'elles apportent rien en plus, ce que je comprends totalement. Mais moi qui lis pas assez d'essais, je trouve que ça me permet d'avoir des sources, ça me permet d'avoir des références assez variées, et ça me permet de savoir vers quoi me tourner, ou en tout cas si j'ai pas le temps de me tourner vers ces textes-là, d'avoir un bout de la pensée de ce texte-là sans l'avoir lu. Et donc c'est un petit peu le reproche qui est fait à ce genre de texte, en plus du fait que Lorraine Bastide, et du coup je dis Mona Chollet parce que c'est un petit peu le même reproche qui lui est fait, c'est des femmes qui sont hétérosexuelles, qui sont blanches et qui sont bourgeoises, et donc forcément ça se ressent dans leurs textes, et parfois le fait qu'elles apportent leur point de vue personnel en plus du côté plus journalistique de l'essai, et ça fait qu'on voit encore plus que ce sont des femmes blanches, bourgeoises et hétérosexuelles. Ça m'a fait rire de voir la vidéo de Léa parce que je pense que je me retrouve beaucoup dans ce que dit Lorraine Bastide, parce que c'est une femme hétérosexuelle blanche, et parce que moi qui suis pas assez cultivée sur le sujet, ça me fait du bien de lire des choses qui regroupent à ma place d'autres théories féministes et qui me permettent d'avoir une vision un peu globale en lisant un seul livre. En tout cas, je vous le recommande si vous n'avez pas lu grand chose du féminisme. Si vous avez déjà lu plusieurs textes du féminisme, je pense que c'est pas intéressant de lire ça parce que il y a déjà plein de choses que vous savez. Même moi qui suis pas suffisamment avancée sur ce sujet-là, il y a plein de choses que je savais déjà. Donc voilà, moi je vous le recommande si vous vous lancez dans le féminisme, ou si comme moi vous avez déjà lu un peu de féminisme et vous avez besoin qu'on vous prenne encore un petit peu par la main. Mais sinon, je pense que si vous êtes un peu plus aguerri entre guillemets, vous risquez de vous ennuyer. Ensuite, j'ai lu L'ultime avertissement de Nicolas Beuglet et j'avoue que je suis extrêmement déçue. C'est mon premier Beuglet, donc je pense que je vais en lire d'autres parce que c'est peut-être le sujet qui était pas bien pour moi. En gros, c'est un collectionneur qui est porté disparu, et donc on fait venir un prêtre qui est un ancien flic et une collectionneuse aussi, ou une experte en art, pour essayer de résoudre cette disparition.
Voilà, la thématique m'a pas franchement emballée. Et j'avoue que j'ai pas été emballée par l'écriture de Nicolas Beuglé, je l'ai trouvée très plate. Ça me faisait un peu penser à de l'écriture dans les jeux vidéo. Vous savez, les dialogues dans les jeux vidéo, c'est très plat, sans émotion. Et le fait de les lire parce qu'ils arrivent au fur et à mesure, et bien je trouve que quand un texte est plat, ça me fait un petit peu le même effet. J'ai l'impression que le texte s'affiche au fur et à mesure sous mes yeux et que c'est un petit peu robotique. Voilà, j'ai eu cette impression-là. Après, c'était très personnel, mais en tout cas, j'ai pas forcément apprécié ce thriller-là. Finalement, je trouve qu'il aborde des thématiques plutôt intéressantes, mais j'ai pas été convaincue. Ensuite, j'ai lu un livre que Barack Obama avait conseillé dans sa liste de livres de l'été, et j'avoue que j'ai pas du tout aimé. Ça s'appelle Maurice and Marilyn. En fait, je vous mettrai la couverture là parce que selon les couvertures, c'est pas le même titre à chaque fois. En gros, c'est l'histoire de Maurice et Marilyn qui partent sur la mer avec un voilier. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si c'est un voilier parce que je l'ai lu en anglais, donc je saurais pas vous dire exactement quel type de bateau c'est. Mais en tout cas, c'est un bateau, enfin voilà, c'est de la survie quoi. Ils ont pas de moteur, ils ont pas de radio ni rien. Et en gros, il y a une baleine qui les percute et donc ils survivent pendant des jours et des jours dans la mer. Et j'avoue que moi, je pensais que c'était plus un truc un petit peu introspectif sur comment l'amour se dégrade entre deux personnes. Je sais pas pourquoi je m'étais convaincue que c'était ça l'histoire en lisant le résumé. Et finalement, c'était pas du tout ça. C'était surtout centré sur Maurice et Marilyn, sur en fait l'évolution de leur vie. Et j'avoue que je venais pas du tout chercher ça, donc ça m'a pas vraiment intéressée. La plume était pas dérangeante, mais étant donné qu'en fait je m'attendais pas à ça, j'ai pas passé un hyper bon moment. Donc voilà, c'est de ma faute parce que j'avais des attentes qui n'étaient pas du tout les bonnes, mais voilà, je vais pas forcément apprécier. Un dernier livre où je suis un petit peu mitigée, et après promis je vous parle de bonnes découvertes, j'ai lu Le tourbillon des possibles de Clara Hérault, qui est un livre de young adulte qui parle d'une jeune fille qui s'appelle Léonie, qui a fini ses études et qui cherche un boulot. Sauf qu'elle peut pas rester à Paris pendant qu'elle cherche un boulot parce que le loyer coûte trop cher, et donc elle retourne vivre chez ses parents en attendant de trouver un boulot, et elle recroise son amoureux d'enfance. En gros, c'est ça l'histoire. Et je trouvais que le pitch était très chouette parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas connu beaucoup de textes où on parle justement des premiers moments de la vie active en fait, et de comment ça peut être difficile d'être dans cet entre-deux quand t'as besoin de retourner financièrement chez tes parents, mais que tu cherches quand même un travail et que tu cherches quand même à construire ta vie à toi. Et donc je trouvais ça hyper intéressant, ça résonnait un peu avec ce que je vis, donc j'avais envie de le lire, mais en fait je suis pas du tout sensible à la littérature young adulte. Je pense que ça dépend évidemment des auteurs et ça dépend de plein de choses, mais celui-ci j'ai pas accroché. J'ai trouvé que c'était un petit peu enfantin. Il y a des choses qui étaient très bien faites dans le sens où c'était très réaliste, et c'était tellement réaliste que parfois ça m'a un peu mis mal à l'aise, surtout que j'ai écouté en livre audio. Par exemple, c'est marrant parce que on a souvent des extraits des conversations d'elle avec ses amis, et en fait c'est marrant parce qu'elle se donne des surnoms. Et en fait, de l'entendre en livre audio et elle se donnait des surnoms très fréquemment, ça m'a mis très mal à l'aise, mais moi en fait dans la vie de tous les jours c'est vrai que je le fais. Mais je sais pas, le fait de le voir comme ça et que ce soit répétitif dans le livre, ça m'a un peu mis mal à l'aise. Donc voilà, en fait, j'ai trouvé que l'histoire était chouette. J'ai trouvé qu'au bout d'un moment, ça a traîné un petit peu en longueur. Mais j'ai pas été sensible à tout le côté young adulte. Je pense que c'est... En fait, je sais pas si c'est moi qui suis pas le public ou si c'est juste que le public est trop jeune par rapport à la thématique. Voilà, en tout cas, je sais qu'il y a d'autres gens qui l'ont apprécié parce que moi j'avais vu Audrey du Souffle des mots qui l'avait beaucoup aimé, et je sais qu'elle apprécie beaucoup le travail de Clara Hérault. Donc je pense que c'est moi qui suis pas la cible du tout. Mais voilà, c'était une bonne lecture mais sans plus. Ensuite, j'ai lu La Maison des Silences de Donato Carisi et j'étais très contente parce que je connaissais pas du tout cet auteur et j'aime bien m'intéresser à tout ce qui se fait en thriller, et j'ai beaucoup aimé. Donc je suis très contente que les éditions Calman Levy m'aient proposé de le recevoir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, ce qui est rigolo, c'est que le personnage principal qui mène un petit peu l'enquête pendant ce thriller, c'est un monsieur dont le travail c'est d'être hypnotiseur d'enfants pour les soigner. Et du coup, j'ai trouvé que c'était rigolo comme prisme, et je crois que c'est une série et que ce personnage-là revient dans plusieurs de ses livres. Donc je pense que j'en lirai d'autres parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'idée. Je trouve que ça apporte quelque chose de frais parce qu'évidemment, on adore les polars avec des commissaires, des commandants, etc. Mais j'ai trouvé que là, quelqu'un qui mène l'enquête et dont c'est pas forcément le métier, et le fait que, je sais pas, le fait que ce soit de l'hypnose d'enfant, qui est tout un truc mélangé entre le rêve, la fiction, la conscience, j'ai trouvé que c'était très chouette. J'ai trouvé que la plume était vraiment chouette, simple mais efficace, et que ça permettait vraiment de rentrer dans le livre, donc j'ai passé un très bon moment. Ensuite, j'ai lu Un monde plus sale que moi, et là j'ai pas du tout passé un bon moment, mais dans le bon sens. Je sais pas si vous étiez déjà là, mais au début de l'année j'ai lu 200 de Capucine Delattre que j'avais beaucoup aimé, et je pense que Capucine Delattre
2024 va faire partie de mes révélations d'autrice de l'année parce que j'ai adoré Un monde plus sale que moi. Je trouve que c'est un texte qui est brillant et qui est tellement brillant qu'il en est dérangeant et qu'on n'a pas envie de le lire. C'est-à-dire qu'il est tellement bien fait que j'ai passé un mauvais moment parce que la thématique est compliquée et donc je n'avais pas envie d'aller vers ce livre, mais parce qu'il était bien écrit, pas parce qu'il était mal écrit. En fait, dans ce livre, elle parle de Elsa, qui est une jeune fille qui vit sa première relation avec un garçon et qui donc raconte cette relation. Et en fait, donc, elle découvre tout ce qui est relation autant du point de vue affectif que du point de vue sexuel, et surtout sexuel. Et en fait, ça se passe vraiment au moment de MeToo. Et donc, tout le texte est autour de la perception qu'on a de nos relations, la perception que les autres ont de notre relation, comment la perception des relations a changé avec MeToo. Et c'est très intéressant, c'est très bien fait, c'est bouleversant parce que Elsa, elle a 17 ans et en fait, ça se ressent dans le texte parce qu'on voit que ces questionnements, c'est les questionnements de quelqu'un qui a une première relation, mais dans la plume, c'est hyper littéraire, c'est hyper incisif et c'est vraiment dérangeant. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment, j'ai vraiment adoré, je trouvais ça hyper brillant. Donc il y a des trigger warnings, donc je vous conseille de faire attention, mais c'est un livre que j'ai vraiment adoré et que je vous conseille fortement. Alors, il va bientôt faire nuit, j'ai l'impression, et j'ai beaucoup trop parlé, donc je vais me dépêcher de finir avec le dernier livre que j'ai lu qui s'appelle L'Homme Chevreuil de Guillaume Delorme, je crois, Geoffrey Delorme, qui est un livre dans lequel Geoffrey il raconte son expérience parce qu'il a vécu 7 ans dans la forêt auprès des chevreuils, et en fait il raconte comment il a développé, déjà il raconte tout ce qui se passe dans la forêt, on apprend plein de choses sur le fonctionnement de la forêt, sur certaines plantes qui sont mangeables ou non, sur le comportement des chevreuils, comment ils agissent entre eux, comment ils agissent avec les humains, etc. Et en fait, il va se lier d'amitié avec ses chevreuils et l'amitié qu'il va créer avec ses chevreuils est réciproque. Et j'ai trouvé ça trop intéressant. Au début, j'avoue que j'étais pas hyper emballée parce que je me disais, ok, c'est chouette, c'est un livre sur la nature, mais c'est un monsieur qui va s'enfermer dans la forêt avec les chevreuils. J'avoue que j'étais un petit peu... j'avais un peu des a priori et finalement j'ai trouvé que c'était très beau. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'était fait parce qu'en fait il le raconte de façon simple. On voit que lui il a vraiment un profond attrait pour la forêt et que vraiment lui son but c'est de sensibiliser sur le sujet de la forêt, sur les sujets des animaux, sur comment on modifie leur écosystème en fait. Et donc j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé que la relation qu'il crée avec les animaux était trop mignonne, enfin c'est trop beau. En fait ça m'a un peu réconciliée avec Sylvain Tesson parce que j'ai lu Sylvain Tesson et j'ai détesté et je trouve que là, c'est exactement ce que j'aurais voulu trouver chez Sylvain Tesson, que j'ai trouvé chez Geoffrey Delorme. C'est vraiment cette immersion totale avec la nature, avec l'endroit où tu es, et le fait qu'il le décrive de façon très simple et qu'il le vive aussi de façon très simple. Et donc, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était vraiment génial. Je pense que c'est un texte que tout le monde n'aimera pas parce que je pense qu'il faut avoir un certain attrait plus ou moins pour la nature. Enfin, en tout cas, il faut être intéressé par la nature et par les animaux, il faut y être sensible. Et je pense que ça peut être compliqué de ne pas avoir des a priori sur ce genre de texte, mais en tout cas moi j'ai adoré, donc je vous le conseille si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà pour mes dernières lectures, je suis très contente parce que c'est un peu équilibré, il y a un peu de lecture en demi-teinte, mais il y a quand même des très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains des livres dont j'ai parlé qui vous tentent ou que vous avez lu, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.